L'Inde et le Pakistan. Donc Modi a donné carte blanche à l'armée indienne pour agir. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis le Pakistan a également affirmé disposer de renseignements crédibles selon lesquels l'Inde frapperait dans les 36 heures. C'était il y a environ un jour. Le Pakistan aurait déclaré cela. Quel est votre avis là-dessus? S'agit-il simplement de rhétorique ou bien... Eh bien, vous avez anticipé ce que j'allais dire. J'espère qu'il ne s'agit que de rhétorique, car dire à vos militaires, dans une confrontation avec une autre puissance, qui est une puissance nucléaire, qu'ils ont carte blanche pour faire ce qu'ils veulent, je trouve cela incroyablement imprudent. Je veux dire, cela nécessite absolument un leadership politique. Et ce qui devrait se passer, c'est que Modi devrait être en contact avec ses homologues à Islamabad. Il devrait appeler le Premier ministre et le président du Pakistan. Il devrait même y avoir une rencontre entre eux, en fait, pour voir si toute cette situation peut être maîtrisée. Mais nous en sommes encore, je pense, largement au stade de la rhétorique. Et le danger, c'est que la rhétorique devienne incontrôlable, avec des conséquences terribles, que j'espère nous n'aurons pas à voir. Mais ils subissent tous les deux beaucoup de pression de la part de leur propre pays, non? C'est ça qui est difficile, je trouve, la plupart du temps, même si peut-être qu'aucun d'eux ne veut vraiment entrer dans une vraie guerre, ils sont tous les deux soumis à une pression énorme, non? J'ai bien peur que ce soit tout à fait exact. J'ai fait quelques émissions sur The Duran, sur ma propre chaîne à ce sujet, et j'ai essayé d'être aussi factuel et impartial que possible. La colère qui m'a été adressée par des personnes de chaque camp, chacune m'accusant de prendre parti pour l'autre, était tout simplement extraordinaire. J'ai entendu dire qu'il y avait même eu des affrontements entre Indiens et Pakistanais en Grande-Bretagne, vous savez, parmi les gens qui y vivent. Ah oui, d'accord, donc, d'accord. J'ai bien peur que ce soit absolument vrai. Je veux dire, nous avons une grande communauté indienne et une communauté pakistanaise encore plus importante. Et malheureusement, elles sont distinctes l'une de l'autre. Elles ont tendance à soutenir des politiques différentes et elles ne sont pas amicales entre elles. Ces choses-là finissent par exploser. Les ministres des Affaires étrangères des BRICS se sont réunis au Brésil, mais ils n'ont pas réussi à publier une déclaration commune. Il semble qu'il y ait un désaccord sur la formulation concernant la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Apparemment, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud nourrissent depuis longtemps l'ambition de rejoindre le Conseil de sécurité. Mais lorsqu'il s'est agi d'inclure cela dans la déclaration commune, l'Égypte et l'Éthiopie s'y sont fortement opposées. Elles ne pensent pas que les BRICS soient le bon cadre pour promouvoir ce genre de revendications. Quel est votre avis à ce sujet? Je suis d'accord avec l'Égypte et l'Éthiopie. Pour moi, ce sur quoi les BRICS doivent se concentrer, c'est le commerce et le développement du système commercial qui est actuellement au cœur de leurs préoccupations. C'est la priorité. La réforme du Conseil de sécurité peut attendre. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il ne peut de toute façon pas y avoir de réforme du Conseil de sécurité tant que les puissances occidentales n'assouplissent pas fondamentalement leur opposition. Les puissances occidentales sont totalement opposées à la réforme du Conseil de sécurité parce qu'elles y détiennent une supériorité enracinée, héritée de la Seconde Guerre mondiale. C'est absurde que la Grande-Bretagne et la France soient toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité, alors qu'un pays comme l'Inde ou le Brésil ne l'est pas. J'ai beaucoup de sympathie pour leur position, mais débattre de cette question est inutile tant que l'Occident ne change pas de position.
C'est une perte de temps et d'énergie. Et le pays avec lequel l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud devraient discuter, c'est avant tout les États-Unis. L'Inde, d'ailleurs, a été traitée à une époque de manière des plus humiliantes. Je me souviens que c'était sous Obama, leur représentant. C'était au tour de l'Inde d'avoir son ambassadeur au Conseil de sécurité, en tant que membre non permanent. Et Obama disait, « Vous savez, nous allons surveiller ce que vous faites et comment vous votez, et nous considérons cela comme un test pour voir si vous êtes qualifié pour être membre du Conseil de sécurité. » Voilà les États-Unis, je veux dire, traitant l'Inde, un pays avec une civilisation millénaire, comme un élève qui doit répondre aux questions d'examen posées par le professeur. C'était absolument absurde. Mais c'est là que réside le problème. Nous en avons déjà parlé. Je pense que ni la France ni la Grande-Bretagne ne vont abandonner leur siège là-bas. Absolument pas. En attendant, je pense aussi que, par exemple, si l'Égypte et l'Éthiopie s'y opposent, c'est en partie parce que l'Afrique du Sud, je suppose, considère qu'elle devrait rejoindre le Conseil de sécurité de l'ONU pour représenter l'Afrique. Je ne suis pas sûre que l'Égypte et l'Éthiopie soient d'accord pour que l'Afrique du Sud soit le pays qui représente l'Afrique. C'est pareil pour le Brésil. Maintenant, le Brésil part du principe que puisqu'il est le plus grand pays d'Amérique du Sud, il devrait être le représentant, mais le Brésil est le seul pays qui parle portugais. Le reste de l'Amérique du Sud parle espagnol. Je ne suis pas sûre que les autres pays seraient d'accord pour dire « Brésil, tu peux nous représenter ». Je pense que c'est probablement plus compliqué que le simple fait que les puissances occidentales ne veuillent pas céder leur siège. Pour cette raison, comme nous l'avons dit, il vaut probablement mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Tu ne crois pas? Absolument. Je veux dire, s'il y a un consensus sur la réforme du Conseil de sécurité, alors nous pourrons aller de l'avant et nous pourrons commencer à examiner toutes ces différentes questions. Il n'existe pas de tel consensus pour le moment. Ce n'est pas seulement que les Britanniques et les Français ne renonceront jamais à leur droit d'être membres permanents. Ils ne veulent pas du tout de membres supplémentaires. Parce que s'il y a des membres supplémentaires, alors la position de la Grande-Bretagne et de la France dans le monde sera affaiblie et elles ne seront plus considérées comme des pays importants. Et en ce qui concerne l'Occident, l'Occident perdra sa majorité automatique au sein du Conseil de sécurité. Le fonctionnement du Conseil de sécurité repose sur le fait qu'il y a 3 membres permanents qui sont bien sûr occidentaux. Vous avez des élections pour nommer d'autres représentants provenant d'autres régions. L'Europe en est une. Donc, vous obtenez toujours, en fait, je pense que vous obtenez 2 États européens supplémentaires. Ainsi, de 3, ça passe immédiatement à 5. Et ensuite, vous pouvez manipuler les votes dans toutes sortes d'autres endroits et vous parvenez finalement à obtenir presque toujours une majorité pro-occidentale au Conseil de sécurité. Cela ne reflète peut-être pas la composition de l'Assemblée générale, mais c'est ainsi que fonctionne le Conseil de sécurité. Si vous commencez à introduire de nouveaux membres comme l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud ou d'autres, alors ils n'auront plus cette majorité intégrée. C'est là que réside l'opposition de l'Occident. Maintenant, en ce qui concerne ce que vous pourriez faire, j'ai vu toutes sortes de suggestions. Je veux dire, le Brésil et l'Inde sont des pays très grands. Rien que pour cette raison, peut-être devraient-ils être membres du Conseil de sécurité. Mais vous pourriez aussi avoir des organisations comme l'Union africaine, l'ASEAN, la Ligue arabe, peut-être, et l'Organisation des États américains, ou autres, peut-être devraient-elles y être représentées. Mais vous savez, ce ne sont pas des questions à discuter maintenant. Il faut d'abord se mettre d'accord sur la réforme du Conseil de sécurité, et nous en sommes très loin. Avoir ces discussions maintenant est une perte de temps totale. Tout ce que cela fait, comme vous le dites à juste titre,
c'est créer des divisions et des désaccords sur quelque chose de purement hypothétique. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, c'est un peu surprenant parce que la réunion se tient au Brésil. On pourrait penser qu'il voudrait voir une réunion réussie, non? Donc, ne pas parvenir à une déclaration commune, c'est pas vraiment un succès. Et pourtant, il semble que le Brésil ait envoyé une lettre encore plus ferme à l'Égypte à ce sujet, et l'Égypte a répondu « Non, nous n'allons pas accepter ce genre de formulation ». Quelque chose comme ça. Je trouve ça un peu surprenant. Non, cela ne me surprend pas. Je veux dire, je pense que ça correspond tout à fait au caractère du président Lula, qui a une très haute opinion de lui-même. Je ne lui suis pas hostile, je pense qu'il a accompli beaucoup de bonnes choses, et je crois qu'il a peut-être été le président du Brésil le plus réussi, dont, eh bien, je puisse me souvenir. Mais il a tout de même des défauts, disons, en tant que diplomate. Mais Wangi et Lafronov, a une réunion chez plus que flux bien passé. Qu'est-ce que tu Oui, absolument. Je veux dire, indépendamment de tout le reste, non seulement les Russes et les Chinois ont aujourd'hui un partenariat stratégique très solide, mais il est absolument clair que les deux hommes se considèrent comme des amis. Il existe une véritable alchimie personnelle entre eux qui leur permet de bien travailler ensemble, ce qui, vous savez, n'arrive pas toujours, même entre des pays amis. Deux pays peuvent être très proches, mais leurs ministres des Affaires étrangères ne partagent pas forcément cette alchimie. Mais il est évident que Lavrov et Wang Yi l'ont. Ils s'apprécient et se respectent manifestement beaucoup. Je crois personnellement, et c'est mon avis, que le partenariat stratégique sino-russe va continuer à évoluer et à se renforcer. Encore une fois, j'ai eu une conversation très difficile avec un Britannique qui m'a dit « Eh bien, ne comprends-tu pas que tout ce qui se passe, c'est que la Chine prend le contrôle de la Russie et que la Russie devient une partie de la grande Chine ?» Ce que je réponds toujours à ces personnes, c'est que tout d'abord, ce n'est pas vrai. Mais si c'était vraiment le cas, si c'était vraiment ce qui se passait, eh bien, les Chinois le font d'une manière extrêmement intelligente et qui ne porte pas atteinte à l'amour-propre et à la dignité des Russes. Alors que ce que vous voulez vraiment faire, c'est prendre le contrôle de la Russie. Et ceux qui essaient réellement de faire de la Russie un État vassal et un satellite, c'est vous. Oui, les Européens, oui, ils adoreraient ça. D'ailleurs, les Russes se disent cela entre eux. Ils le disent tout le temps à propos de la Chine comme de l'Occident. Je veux dire, ils comprennent cela très bien. Rappelez-vous, ils ont dû faire face aux Américains. Oui, les Européens aimeraient bien d'abord diviser la Russie, n'est-ce pas? Je crois qu'ils avaient même une carte avec 6 États ou quelque chose comme ça, puis la contrôler progressivement. J'imagine que le but de la division, c'est de conquérir, non? Comme ça, on peut conquérir l'un après l'autre. Je suppose que c'est ça le plan. Exactement. Donc ils sont là, je suis sûre que l'une des choses dont ils parlent, c'est cette célébration du jour de la victoire du 9 mai pour le 80e anniversaire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils invitent de nombreux pays. L'un d'eux est Israël. Je penserais qu'Israël devrait être intéressé à venir, mais Netanyahou a déjà dit qu'il ne viendrait pas. J'ai toujours trouvé ça, je veux dire, pourquoi? Quel est le problème? Parmi tous les pays, je pense vraiment qu'Israël devrait venir. Tu ne trouves pas? Et pourtant, il ne vient pas. Oh, absolument. Absolument. Eh bien, en effet, même s'il a bien sûr déjà assisté aux célébrations auparavant.
Donc il ne vient pas cette fois-ci, même s'il y a participé les années précédentes. Mais bon, nous savons tous pourquoi. Je veux dire, il se rend compte que s'il y va, les Européens vont le critiquer, et il est en colère contre les Russes parce qu'ils ont critiqué ce qu'il fait à Gaza et tout ce genre de choses. Mais tu as tout à fait raison, fondamentalement. Je veux dire, étant donné ce qui est commémoré, c'est-à-dire une victoire à laquelle la Russie a, apporté de loin la plus grande contribution, si l'on parle de l'Allemagne, et que c'est grâce à cette victoire que le peuple juif a été sauvé, car ils étaient, du moins Oui, il est tout à fait inapproprié que le Premier ministre d'Israël de tous les pays n'assiste pas à une telle célébration en ce moment. Mais c'est ainsi. Such a celebration at this time, but there it is.